Bonjour à tous les mélomanes. Les nouveautés de ce mois-ci, nous commençons immédiatement par une composition d'Alma Deutscher, Sirène sune Valse. Alors une composition très bizarre qui présente la particularité d'avoir une ouverture très moderniste, laquelle n'est pas du tout en adéquation avec l'ensemble de l'œuvre. Alors pourquoi cette introduction moderniste? Eh bien, personnellement, je pense que c'est parce que la compositrice a sans doute un complexe. Il faut savoir qu'elle avait composé un concerto pour piano et un concerto pour violon dans le style de la première moitié du XIXe siècle, et elle a sans doute voulu montrer qu'elle était moderne. Tout ceci, à mon avis, n'a pas grand intérêt. C'est dommageable pour l'œuvre. La suite de l'œuvre nous présente une revisitation de la valse viennoise d'une manière qui me paraît très réussie. Après cette introduction calamiteuse, comme je l'ai dit, eh bien, il y a une thématique très élaborée, et Alma Deutscher manifeste un sens de l'orchestration très aigu. Alors ceci est vrai pour les premières valses, il y en a trois ou quatre successives, me semble-t-il. Malheureusement, la dernière valse me paraît d'un niveau nettement moins affirmé. Alors en définitive, eh bien, pour cette œuvre, je m'accorderai pour 2 étoiles. Alors c'est un genre de pastiche qui peut ressembler à celui de Ravel. Dans le genre, j'avoue personnellement qu'Alma Deutscher a fait mieux que Ravel, mais on l'aura compris, pour moi la valse de Ravel n'est pas vraiment une référence de réussite musicale. Passons à Manuel Manrique de Lara, symphonie en E mineur, une œuvre très curieuse qui présente une introduction de quelques minutes et après cette introduction, eh bien, une suite de variations in extenso dans un rythme qui est continu, et ça me paraît difficilement supportable et même étouffant. Alors ça serait acceptable pour un scherzo de quelques minutes, mais ici ça devient complètement indigeste. Alors le thème des différents mouvements me paraît d'une certaine qualité, mais c'est surtout la répétition ad nauseam, donc qui est vraiment insupportable. Alors on ne peut pas mettre en doute, à mon avis, les qualités symphoniques du compositeur, mais malheureusement, je suis obligé ici mettre une appréciation relativement sévère pour cette œuvre. Or, le meilleur mouvement est peut-être le dernier, mais on a une finale qui est vraiment insupportable. Donc voilà pour cette symphonie de Manuel Manrique de Lara. Nous passons maintenant à Erkki Melartin, symphonie numéro 5. Alors c'est une œuvre qui doit son intérêt à son style nordique assez marqué, et en dépit d'une thématique qui me paraît, sauf pour le troisième mouvement, assez limitée. Alors Melartin utilise très bien les motifs à la flûte, en particulier dans ce troisième mouvement, et il a aussi cela a une certaine lenteur et un certain dénuement orchestral qui est une des caractéristiques de la musique nordique. Alors le meilleur mouvement, eh bien, c'est le troisième mouvement qui alterne la flûte avec des effets de masse orchestrale statique. En revanche, eh bien, le dernier mouvement me paraît vraiment hétéroclite, très bizarre, et notamment il comporte une partie qui est en imitation d'écriture contrapuntique, à mon avis
pas du tout en accord avec le reste de l'œuvre. Symphonie numéro 2, opus 30, numéro 2 du même compositeur. Mélartine affirme ici sa maîtrise de la composition orchestrale d'une manière plus affirmée que dans la symphonie que nous avons vue précédemment. Il y a une multiplication de timbres qui se succèdent ou de notes longuement tenues, ce qui évite les épaisseurs sonores, et tout ceci avec une certaine lenteur qui caractérise la musique nordique. Alors, ce traitement nous conduit à des mouvements qui présentent un contenu thématique très affirmé. D'où provient le style de Mélartine? Eh bien, on peut penser évidemment à Sibelius en premier lieu, mais ce n'est peut-être pas la seule référence qu'il faut annoncer. On pourrait citer parmi les contemporains Gunther Gjellström, Johan Alvorsen, et référence antérieure, eh bien, Edvard Grieg. Alors sur l'ensemble, il y a des passages remarquables, comme ce crescendo qui est absolument magnifique au milieu du premier mouvement, mais il y a aussi des passages un peu vides, surtout dans le troisième mouvement, qui à mon avis présente une mélodie trop classique, laquelle ne s'accorde pas avec l'ensemble. C'est tout de même une grande symphonie qu'il faut absolument écouter. Nous passons à Palantios Melenaos, une suite antique composée en 1941. Alors cette suite est écrite dans un style néoclassique vraiment très comparable pour la plupart des mouvements aux suites du XVIIIe siècle. Alors c'est vrai pour la gavotte, pour la polonaise, pour l'ariette. Et alors c'est vraiment, ces parties sont des exercices d'imitation quasiment qui évoquerait une suite du XVIIIe siècle, et j'avoue ne pas vraiment en voir l'intérêt. Alors c'est différent pour la sarabande et pour la badinerie, qui elles s'inscrivent dans un style totalement différent, qui est plutôt le style romantique du XIXe siècle. Alors la sarabande présente quelques affinités avec la célèbre pièce de Lys, Rêve d'amour. Badinerie affirme, elle, une plus grande originalité thématique, et elle insuffle véritablement un pathétisme certain, et en particulier le passage où il y a une reprise du thème principal au violon. Donc j'ai noté 3 étoiles pour ces deux mouvements et aucune étoile pour les autres mouvements. Nous passons maintenant à Ludwig Spohr, un compositeur dont j'ai écouté un grand nombre de concertos pour violon. Et ici, nous allons parler du concerto numéro 11 qui est écrit en 1825. Alors nous allons commencer à essayer de placer ce concerto par rapport à l'ensemble et par rapport aux autres œuvres concertistes de l'époque. Alors la date qui est donnée, c'est 1825. Alors auparavant, je n'avais pas des dates vraiment certaines pour les concertos de Spohr. Alors si cette date est bonne, par rapport au concerto de Paganini, alors le 1, rappelons-le, de Paganini aurait été écrit vers 1817 et aurait été connu à cette date à peu près. Et on pourrait parler du 6 de Paganini qui, malgré son numéro d'opus, a été écrit avant. Alors, par référence à Paganini, eh bien, on peut dire que Spohr, celui que je pensais tout de même bien en adéquation avec son époque, eh bien, me paraît plutôt rétrograde. Par rapport à De Beriot, maintenant, eh bien, c'est la même chose. Alors, De Beriot, qui a sans doute composé à cette époque-là un certain nombre de ses concertos, puisque ses premiers concertos datent à peu près aux alentours de 1825, eh bien, Spohr n'apparaît pas non plus dans le sillage de l'école franco-belge contemporaine. Alors, à quoi se réfère-t-il? Eh bien, finalement, il se réfère plutôt au style de Viotti,
notamment par l'importance du jeu legato qui est presque exclusif dans ce concerto. Alors sur le plan mélodique, ce concerto me paraît beaucoup moins intéressant que le 8 et même que le 12 où eh bien, il pouvait y avoir une certaine référence à un mélodisme paganinien qui était une nouveauté, un mélodisme chromatique qu'on trouve chez Paganini. Donc, on l'aura compris ici, ce concerto numéro 12, eh bien, je ne le conseillerais pas. Et si vous voulez écouter des concertos pour violon de Ludwig Spohr, ce en quoi je vous engage, eh bien, écoutez plutôt le 9 et le 12. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.